Mesdames et messieurs, merci d'être venus ce matin dans cette très belle chambre de commerce et d'industrie qui, vous allez le voir, est en lien avec notre conférence, mais je n'en dis pas plus. Je voudrais vous présenter Alexandra Rossi, avec qui nous allons partager cette heure ensemble. Et quand on dit une heure, c'est-à-dire à peu près une trentaine de minutes pour cette conférence, 30-35 minutes, et ensuite on vous laissera évidemment la parole parce que c'est souvent intéressant de ces échanges de naissent souvent des pépites, des petits trésors qu'il faut justement laisser aux auditeurs. Alors Alexandra vient nous présenter deux ouvrages. Tout d'abord, Le sous-marin de Bonaparte, c'est un gage de qualité évidemment, préface de Jean Tullard. Donc il est recommandé par Ça m'intéresse Histoire, c'est un roman historique passionnant, dit le maître. Donc quand le maître parle, moi son élève, je ne peux que m'incliner. Et aussi, parce qu'il faut le rappeler, elle ne voulait pas le présenter, mais Alexandra est trop modeste, Les Lames de Dieu, le coup de cœur de Paulo Coelho, excusez du peu. Donc c'est un très beau roman sur les Templiers, sur les croisades, voilà. Donc on va partager ensemble sur un thème que nous allons vous présenter ensuite. Et Alexandra va vous mettre sur la piste. Vous avez entendu Bonaparte, les Templiers, vous allez voir. Je vous présente aussi David. Tout le monde, vous connaissez, les Napoléoniens le connaissent très bien, David Janveral. Donc il vous présente plusieurs ouvrages, puisqu'il est historien, journaliste, écrivain. Il est rédacteur en chef du Souvenir napoléonien. Il est aussi directeur du patrimoine à la Malmaison. Je me corrige si je dis des bêtises. Voilà, donc évidemment, éminent spécialiste de Napoléon, universitaire à la Sorbonne, diplômé et professeur à la Sorbonne. Alors, il nous présente divers ouvrages, par exemple Le Petit Livre de Napoléon, qui est une petite... voilà, je vous montre, qui est des petites photographies accompagnées d'un petit texte. Il présente également Napoléon, empereur de l'Index, donc ça parle des îles, toutes les îles. C'est une collection dirigée par Bruno Fellini, qui est aussi celui qui a fait la postface de mon roman Le sous-marin de Bonaparte. Et donc, vous verrez, la particularité de cet ouvrage, c'est que c'est une carte de l'Index. C'est le concept de la collection, les insulaires, donc c'est tout sur les îles. Et il vous présente aussi les 12 morts de Napoléon, évidemment en hommage à 2021, qui était l'année Napoléon, bien entendu. Le thème de cette petite présentation conférence, c'est d'évoquer avec vous un élément qui est en lien finalement avec le bicentenaire de Napoléon. Donc vous savez que nous avons commémoré, pour certains d'entre nous, pas tous, évidemment, mais c'est là le sens du débat, parce que Napoléon est mort, donc vous le savez, le 5 mai 1821, et si l'on ajoute, si on associe plutôt les chiffres entre eux, c'est ce que je raconte dans les 12 morts de Napoléon, je vous donne déjà la fin, vous voyez, je spoil la fin du film, c'est qu'il est mort le 5 mai 1821, et pour se rappeler quel âge il avait à ce moment-là, si vous associez les chiffres entre eux, le 5, 1, 8, 2 et 1, vous les associez, ça fait 51 ans, 8 mois et 21 jours. Et à partir de là, évidemment, tout le monde a extrapolé en disant il a dû être assassiné par les Anglais, on a cherché à l'empoisonner, ce n'est pas son corps dans les Invalides. On va en parler. Donc le thème de cette petite conférence, c'est que reste-t-il de Napoléon aujourd'hui? On peut peut-être commencer par le lieu où l'on se trouve, puisque nous sommes dans une chambre de commerce. Et donc les chambres de commerce, c'est Napoléon, le premier qui les a instaurées, et c'est Napoléon, le troisième, qui a commandé la réalisation de ce bâtiment. Donc ici, nous sommes dans un bâtiment Napoléon III, donc ici, que reste-t-il de Napoléon? Eh bien déjà, l'endroit où nous nous trouvons. C'est déjà pas mal. Ensuite, nous sommes à Avignon, et vous avez des bâtiments qui sont en lien, on en parlait tout de suite, avec l'histoire napoléonienne. C'est ici aussi, par exemple, que le maréchal Brune a été exécuté par ce qu'on appelait la terreur blanche, c'est-à-dire la réaction qui a suivi la chute de l'Empire. Donc il y a eu deux terreurs blanches, 1814 mais surtout 1815, et Brune est donc mort dans ces circonstances. Et puis surtout, on l'oublie parfois, mais rappelons-nous le contexte dans lequel se déroule la prise de pouvoir de Bonaparte en 1799. Sans cette prise de pouvoir, 10 ans, presque jour pour jour, après la prise de la Bastille, on ne parlait plus de la Révolution aujourd'hui en France. Et je pèse mes mots, c'est-à-dire que le grand personnage, on en parlait ce matin au petit déjeuner, on a des conversations sympathiques avec Alexandra. Le grand personnage de la Révolution, ça n'est pas Danton, ça n'est pas Robespierre, bien sûr, ce sont les noms qui vous apparaissent, mais celui qui installe la Révolution, donc la République, c'est Bonaparte. C'est Bonaparte, et donc,
si l'on peut dire, notre France contemporaine, je vais commencer déjà par là, que reste-t-il de Napoléon aujourd'hui? Ben, la France. Ça paraît rien comme ça au passage pour certains, mais c'est la France, c'est-à-dire notre France actuelle, ses lois, Napoléon c'est 200 réformes, on va en parler, et c'est surtout, eh bien, j'ai une boutade, hein, je cite souvent, c'est que on dit toujours la France, sa devise c'est liberté, égalité, fraternité. C'est vrai. La fraternité c'est un leurre, on le sait, c'est un espoir qui avait été... C'est un idéal. Et Bonaparte avait compris qu'il fallait 3 choses pour les Français, la liberté, parce qu'ils s'y sont attachés, c'est chevillé au corps, l'égalité, parce que c'est quand même, sans ça, il n'y a pas d'intérêt d'avoir une société, et l'ordre. Et ça paraît évident, mais c'est ce qu'on lui reproche aujourd'hui. En 1799, sans ordre, je ne sais pas ce qu'on serait devenu. Oui, et puis aussi Napoléon, c'est aussi au-delà des frontières. Donc on a parlé de la France, mais par exemple on peut parler de la Suisse, parce que là en ce moment j'habite en Suisse, et la Suisse doit beaucoup aussi à Napoléon. Par exemple, on a la ville de Lausanne qui faisait partie du département du Léman. Et c'est ça qui a permis au canton de Vaud, où se trouve Lausanne, donc là, la partie suisse du lac Léman, qui doit beaucoup à Napoléon, grâce à qui ils se sont un peu rendus indépendants des baillis de Berne. Et donc c'est grâce à ça qu'on a le canton de Vaud aujourd'hui, c'est grâce à Napoléon aussi. Et pas loin de là où on se trouve, il y a le pont Napoléon. Lui, il est passé par là pour aller en Italie. Donc il a aussi une influence profonde, bien entendu, aussi sur toute l'Europe. Sur l'Allemagne, sur l'Autriche, la Pologne. Donc les sujets sont vastes. Il y a aussi beaucoup de progrès aussi effectués dans la science. Je me permets d'en parler, c'est mon sujet. La partie scientifique de Napoléon, on a toujours dit qu'il n'y croyait pas. C'est ce qu'on entend souvent. Hein. Alors, Alexandra a fait un très beau livre sur le sous-marin. Vous savez qu'il y avait en germe un certain nombre de techniques et de technologies depuis la fin du XVIIIe siècle. Mais avec Fulton et avec un certain nombre d'ingénieurs, eh bien Bonaparte, voilà, se voit proposer le sous-marin. Alors, Alexandra, oui, le sous-marin. On va parler du sous-marin. Bon, alors certains d'entre vous connaissent déjà l'histoire, parce qu'ils sont déjà venus à une précédente conférence que j'ai donnée sur les sciences et Napoléon. Donc le sous-marin, eh bien Fulton, c'était un inventeur américain qui était un peu autodidacte, qui un peu touche à tout. En fait, il était venu à Paris pour faire de l'art, être peintre. Et il a eu une idée comme ça, alors le sous-marin avait déjà été inventé, mais l'idée de Fulton c'était d'en faire une invention militaire, pas seulement quelque chose de scientifique, et aussi d'y adjoindre des mines sous-marines. Parce qu'évidemment, le grand dessein c'était d'envahir l'Angleterre, entre autres. Évidemment. Et donc il présente ce projet à Napoléon qui va décider de le financer. Ce sous-marin n'a pas fonctionné, néanmoins il y avait des germes, il y avait vraiment une grosse influence de Napoléon. On le voit aussi dans le... Alors c'est une fiction, hein, ça c'est Jean Tullard qui m'a donné l'anecdote, c'est dans Austerlitz, le film de Sacha Guitry avec Orson Welles. On a une scène complètement fictive, mais c'est pas grave, ça vous donne une idée. Sous la tente arrive un Américain qui présente une maquette de sous-marin qui la présente c'était Orson Welles, voilà exactement l'acteur qui le présente à Napoléon. Et donc il y a un gros développement des sciences aussi via l'expédition d'Égypte. Il y a beaucoup de choses qui ont été... parce que c'est quand même lui qui a fait venir tous ces savants de l'expédition d'Égypte, ils ne savaient même pas où est-ce qu'ils allaient d'ailleurs. Hein. Et je crois avoir lu, Napoléon avait dit, si je n'avais été militaire, politique, etc., je me serais consacré aux sciences dures. Vous le savez peut-être, mais l'Égypte, on va parler de sciences, mais l'Égypte c'était aussi une volonté déjà de Louis XIV. C'était aussi dans les trésors de décoration depuis François Ier. L'Égypte, c'est finalement un rêve inachevé, et c'est Bonaparte qui va redonner ses lettres de noblesse à l'Égypte, et donc Mehmet Ali qui va suivre, puis ensuite tous les grands chefs d'État égyptiens prendront toujours référence à Bonaparte. Bonaparte vraiment redonne un espoir aux Égyptiens, et il le fait avec des savants. Et comme l'a très bien dit Alexandra, c'est à ce moment-là que sont inventés le crayon de Comté, les ballons dirigeables qui vont faire un certain nombre de prises d'informations, et en particulier, en particulier les calculs sur les pyramides. Donc, première réponse à votre interrogation, que reste-t-il de Napoléon? Quasiment une grande partie de nos sciences, qui avaient débuté évidemment au XVIIe siècle, mais il les favorise parce qu'il est vraiment lui-même un passionné de mathématiques et des sciences. Alors il reste plein d'éléments. Vous ne vivez que sous Napoléon. Ça vous paraît peut-être un peu incongru de dire ça, mais je vais vous donner juste quelques exemples. Bon, bien sûr, c'est pas lui qui a inventé
les poids, les mesures, c'était déjà de la Révolution. Donc, on va dire que les maîtres et tout ça, vous le savez, le maître étalon est à Paris, à l'Observatoire, donc vous pouvez l'observer, ça, il n'y a pas de difficulté. Mais c'est lui qui le diffuse à travers toute l'Europe. Tu l'as dit très justement pour la Suisse. Voilà, c'est ça. Le franc suisse, sont les seuls qui le gardent en Suisse, c'est Bonaparte. La Confédération helvétique, il la met en place à partir de l'acte de médiation. Et effectivement, c'est lui qui met en place cela. C'était en fait l'esprit révolutionnaire diffusé partout en Europe, avec plus ou moins de succès, plus ou moins de réactions, parce qu'évidemment il y avait aussi des royaumes pour qui c'était catastrophique, ils ne voulaient absolument pas entendre parler de la Révolution. Et en Suisse, les Vaudois, eux, étaient très, très pour ces idéaux de révolution. Et ça a permis le fait qu'ils mettent en place certains départements qui sont devenus des départements français, d'autres qui sont venus et qui étaient restés dans la Confédération. Et la nouvelle Confédération, c'est Napoléon qui l'a mise en place. Et en fait, c'était à chaque fois qu'il y avait une conquête, je pense qu'il essayait justement de concilier un petit peu les nouvelles lois et la tradition locale. Exactement. Ça, c'était une préoccupation qu'il a fait en Égypte, qu'il a fait aussi, il essayait de s'adapter aux traditions, coutumes locales, la religion. Il ne voulait pas du tout interférer trop avec ça. Il voulait juste rajouter, mettre cette couche d'ordre, mais toujours en essayant de concilier la tradition locale. Mais il y a d'autres choses, il y a aussi, évidemment, on parle toujours du code civil, on peut parler aussi des chambres de commerce, de l'économie, il y a eu 200 réformes, donc c'est énorme. Mais des choses du quotidien, vraiment, du quotidien. Si vous avez un numéro à votre maison, c'est Napoléon. Alors, il y avait une double raison à ça. Tout simplement déjà pour identifier les maisons entre elles, parce que quand on disait la maison de monsieur Untel qui se trouve derrière celle de l'autre, c'est plus compliqué que de mettre 12 boulevard de Marseille. Ça, c'est sûr que c'était plus facile de cette manière. Mais surtout, parce qu'en France, on a toujours ces idées derrière la tête, c'était plus facile pour, bien sûr, relever l'impôt. Eh oui, les taxes. Donc, avec une adresse aussi précise, c'était ça. Ensuite, chose très intéressante, c'est lui qui instaure la circulation en roulant à droite et non pas à gauche comme le faisaient les Anglais. Pourquoi? Parce qu'il était plus facile à l'époque, parce qu'on avait l'épée aux côtés, n'est-ce pas, les reconstitueurs, eh bien on pouvait la sortir de cette manière, et donc ça permettait de se garder des personnes qui pouvaient vous attaquer par le bord de la route. Toujours sur les aspects routiers, vous savez peut-être, mais toutes nos routes nationales ont longtemps été bordées de peupliers, de bouleaux, de grands arbres. Il y a une raison à cela. C'était pour protéger en été de la chaleur et donc du soleil les soldats qui partaient vers les campagnes militaires, et de l'autre, en hiver, bien évidemment, d'éviter les intempéries et de protéger la route pour qu'on puisse au moins circuler. Donc ça, c'est Napoléon aussi. Pourquoi? Parce qu'on va parler de tout ce qui nous reste de Napoléon. C'était un grand admirateur de Rome. Il n'a pas dit Alea Jacques Taest, mais c'est tout comme, et il était un grand admirateur, il était pétri de culture classique. Et comme l'a très bien dit Alexandra dans les créations, notamment de la Confédération helvétique, ou ce qui est aujourd'hui l'Allemagne d'aujourd'hui, c'est Napoléon. Le système des Länder, comme d'ailleurs les cantons en Suisse, viennent de Corse. Est-ce que vous le saviez ça? Ça, moi, je ne le savais pas. Alors, je vous l'explique. Une fédération, il y avait la fédération de Corse. Là, vous êtes petit. Pascal Petit, oui, rejoint. On peut l'applaudir, Pascal Petit. Mais je fais un petit détour, un petit crochet sur le cinéma, parce que Pascal Petit est là, donc je voudrais lui faire un petit clin d'œil. Napoléon, il nous fascine pour deux raisons principales. Tout ce qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est-à-dire tout ce qui nous reste de lui et de ce quotidien, même si son ambition est devenue trop grande après, on pourrait en parler, et on vous laissera les questions peut-être pour cette partie-là. Oui, mais pourquoi il nous fascine? Pourquoi le personnage nous fascine-t-il autant? Parce que c'est le dernier de notre histoire à ne pas avoir connu la photographie. Son visage est un mystère. Il a été représenté par à peu près 450 tableaux. Est-ce que c'était son vrai visage? Non. Voilà, il n'a pas de visage. C'est un grand propagandiste en fait, il a lancé. Il n'a pas de visage. Il est à la fois idéalisé, caricaturé, moqué, mais aussi glorifié. Donc de tout cela, impossible de trouver finalement, alors qu'il disait impossible n'est pas français, hein, impossible de trouver vraiment les traits de son visage. La toile le rend extraordinaire. Regardez ce qui s'est passé ensuite. Louis-Philippe et surtout Napoléon III ont connu la photographie. C'est terrible. La réalité vous frappe au visage.
Et à partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus impressionner les foules parce que justement tout le monde vous voit tel que vous êtes. Alors qu'en étant sublimé par la caméra, l'image peut-être, mais à l'époque de Napoléon, ce n'était pas le cas, il fallait le travail justement des peintres. D'où le fait qu'aussi, on ait cette Nelson Montfort, mesdames et messieurs. Alors, juste encore un clin d'œil. Napoléon et le sport. On va parler de Napoléon et le sport, tu vas peut-être en dire un mot, mais Nelson est un grand admirateur de Napoléon, donc on est très heureux qu'il nous rejoigne ce matin. Merci Nelson. Voilà, non, on dit toujours que la place de la femme dans le code civil est assez inféodée à l'homme, c'est ce qu'on dit toujours. Mais pourtant, Napoléon a été très influencé par les femmes, néanmoins. Sa femme, il a quand même une influence notable, tout son parcours aussi, c'est un peu grâce aussi aux femmes qu'il a obtenu un petit peu le pouvoir au niveau politique. Peut-être tu peux en dire. Oui, alors il faut toujours nuancer, parce qu'il n'y a jamais une réalité, il faut toujours nuancer les propos. C'est vrai qu'on le considère effectivement comme le misogyne, trop marqué peut-être par sa nature corse, et qu'il a voulu mettre les femmes sous une position qui était différente de celle qui est heureusement la leur aujourd'hui. Mais à cela, 3 raisons. Et c'est pas uniquement un côté de misogynie. La première, c'est qu'on arrive au moment de la Révolution française, où la femme a été brinque-ballée, c'est le moins qu'on puisse dire, et même dans une situation difficile. Donc, en faisant le code civil, c'est pour la protéger. Elle est bien sûr soumise à la fois à son mari lorsqu'elle est mariée, ou alors à son père, et ensuite à ses enfants. En revanche, plein d'éléments vont commencer à apparaître avec Napoléon. Lorsqu'elle devient veuve, la femme reprend à la fois les droits entiers de son exploitation, par exemple commerciale, ce qui est le cas. Si vous avez aujourd'hui la possibilité de trinquer avec un champagne veuve Clicquot, c'est grâce à Napoléon. Parce que la femme veuve Clicquot avait repris donc l'exploitation du champagne de son mari, et elle a pu justement ensuite transmettre l'héritage à ses enfants en exploitant à son compte et en son nom cet élément. Donc ça, c'est la première chose. C'était pour protéger et transmettre. La deuxième, plus intéressante encore dans le code civil, c'est vrai que la femme est inféodée, là on va pas contester la chose. Mais en l'occurrence, elle existe pour 2 choses aussi très importantes. La première, c'est que ses enfants, c'est elle qui en est la responsable. Je ne dis pas que ce n'est pas le nom du mari, parce qu'on sait qu'aujourd'hui c'est des choses qui vont évoluer. Mais c'est elle qui en est responsable, et Napoléon va même aller plus loin. Il permet aux jeunes filles, par exemple, de la Légion d'honneur, d'avoir un enseignement, ce qui n'était jamais le cas auparavant, avec Madame Campan, qui avait été une des anciennes lectrices de Marie-Antoinette. Et surtout, elles peuvent aussi, très important, avoir accès à un début d'enseignement. Je vous rappelle que du temps du clergé, elles étaient uniquement limitées à la couture et à l'apprentissage des tâches ménagères. C'est Napoléon qui fait. C'était le prêtre aussi. Il y a aussi, je pense que dans l'esprit, pourquoi on ne voulait pas trop donner le pouvoir aux femmes, en fait, de manière très paradoxale, à l'époque, les femmes, c'était peut-être les plus conservatrices. À l'époque, souvent, les républicains ne voulaient pas donner le vote aux femmes, parce que la femme, on s'était dit, elles sont trop influencées par le prêtre local, par le clergé, et donc aussi, en général, c'est aussi pour ça qu'on ne donnait pas le droit de vote aux femmes. Curieusement, aujourd'hui, ça nous semble complètement, on se dit, mais non, les femmes sont progressistes, etc. Mais à l'époque, c'était les plus conservatrices qui ne voulaient pas changer. Et la troisième chose, et Alexandra est aujourd'hui une des héritières et des dépositaires de cette tradition napoléonienne, c'est que les grands écrivains, et notamment les grandes écrivaines qui sont opposées à Napoléon, il a été obligé de faire avec, c'était des femmes, par la force des choses. Madame de Staël, il l'a détesté. C'est elle qui organise une opposition importante en Suisse, notamment à Coppet. Encore la Suisse. Et à Coppet, elle réunit autour d'elle de grands esprits comme Benjamin Constant, qui permettent justement à l'opposition napoléonienne d'exister parce qu'elles ont l'autorité de le faire, d'être publiées et d'avoir une diffusion. Donc 3 éléments, à la fois protection et droit, ensuite éducation. Et puis surtout, aujourd'hui, on est ici dans ce très beau salon du livre. Ce sont elles qui vont commencer vraiment à avoir une diffusion importante. Est-ce que je dis quelques institutions auxquelles vous ne pensez peut-être pas? Les prud'hommes, c'est Napoléon. Après, il y a Polytechnique, c'est pas Napoléon, Polytechnique, c'était juste avant, c'est lui qui l'a rendu militaire. C'est la convention qu'il a mise en place, c'est le directoire qui l'a installé. Et c'est lui qui l'a militarisé. Donc il y a un petit... Saint-Cyr. Voilà, Saint-Cyr, du coup. Saint-Cyr, c'est une école d'application qui est faite au départ, qui est installée à Fontainebleau,
qui va devenir le Saint-Cyr qu'on l'en connaît parce que c'est à Saint-Cyr l'école aujourd'hui en région parisienne. Et puis aujourd'hui, vous le savez, Saint-Cyr est installé en Bretagne, à Gers, où Saint-Cyr continue ses travaux. Il y a plein d'institutions, vous connaissez peut-être une chose très importante. La propriété, elle est indubitablement liée à l'efficacité, à la fois administrative et fiscale. C'est lui qui instaure le cadastre. À partir du cadastre, il y a peu de difficultés avec le voisin qui vous dit non, non, ma clôture elle n'est pas là, elle est là, et puis normalement ça m'appartient parce que mon grand-père m'avait dit que. Non, le cadastre marque directement la stabilité finalement de la propriété. La propriété, c'est la base du droit naturel, c'est la base du droit dans les droits de l'homme, ça fait partie des droits. Mais c'est un héritage bourgeois. Et c'est un héritage bourgeois, mais c'est quand même très important. Il y a beaucoup parlé de Benjamin Constant aussi, lui c'était un libéral, et lui, pour lui, le droit de propriété, c'est indispensable, donc on peut mettre à l'honneur de Napoléon le fait que voilà, il a nourri un petit peu aussi ses adversaires, et ça c'est quand même pas mal, de permettre à ses adversaires de penser, parce que Constant, lui, était très libéral, donc évidemment il était opposé à l'autoritarisme, entre guillemets, napoléonien, mais la propriété, c'est la base du droit naturel, et c'est très important, donc les cadastres, c'est ce qui matérialise un petit peu la propriété, c'est très pratique aussi pour lever les impôts, accessoirement. L'autre chose, c'est le cinéma, mademoiselle. Le cinéma, Napoléon, c'est, je te parle toujours de la période tout entière, hein. Napoléon, c'est à peu près, si on compte, à peu près toutes les biographies qui ont été faites sur Jeanne d'Arc, Lincoln, Lénine et Vercingétorix réunis. C'est 1000 films, Napoléon. Plus de 1000 films. Ça veut dire qu'il a passionné toute l'Europe. Si vous regardez un film comme, par exemple, Les Duellistes, parce que Ridley Scott est en train de préparer, vous le savez peut-être, un film sur Napoléon. Ouais. Dans les duellistes entre Harvey Keitel et Keith Carradine, il n'est jamais là, mais c'est toute cette période, ce sont des duellistes à l'époque de Napoléon. C'est d'après d'ailleurs une nouvelle de Conrad. Donc Napoléon, au cinéma, il est partout, Austerlitz, on a parlé du Napoléon aussi de Guitry, d'Abel Gance, mais il est partout, dans tous les films quasiment, parce qu'il y a une référence. Il y en a, on fait des mangas aussi, on en fait des jeux vidéo. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Napoleon Total War. Alors on dirige les armées napoléoniennes pendant les guerres napoléoniennes. Voilà, donc il y en a vraiment partout. Alors autre élément peut-être de l'héritage napoléonien, plus visible encore celui-ci. Les premiers égouts à Paris ont été installés sous la rue de Rivoli, cette rue de Rivoli qui permettait enfin. Je vous parle d'un temps où on pouvait circuler à Paris. Hein. C'est-à-dire qu'on pouvait enfin circuler entre la Concorde et la place de la Bastille. Donc, il est partout. Et donc, cette organisation des grandes rues, des grands axes, il le reprend bien sûr des Romains. Et de la même manière, il va ouvrir la route du Simplon. Il va organiser les événements pour que les bâtiments soient à la gloire à la fois des armées et aussi des civils. Et c'est pour cette raison qu'à la fois à Paris, vous avez la Madeleine, l'Arc de Triomphe. On fait la liste. Alors les deux arcs de triomphe, arc de Carrousel et arc de l'Étoile. La colonne Vendôme, pris avec d'ailleurs les bronzes qui ont été captés des Russes et des Autrichiens à Austerlitz. Et les départements aussi. Voilà, alors les départements avaient été installés, mais c'est surtout lui les préfets. Les préfectures, c'est Bonaparte. Alors il faut quand même lui rendre aussi une chose, c'est pas uniquement Bonaparte seul, il y a un autre personnage dont il faut parler, qui était un des premiers ministres de l'Intérieur qui est compté en France. C'est son propre frère, Lucien Bonaparte. Puis Napoléon III aussi, on en parle beaucoup moins, mais c'est quand même un peu l'âge d'or un peu français. Avec on a l'opéra, on a une industrie florissante, enfin, on a le Haussmann, vraiment on parle beaucoup moins de Napoléon III, mais je pense qu'il y a un mouvement qui fait qu'on en parle davantage maintenant. C'est au niveau architectural, les expositions universelles, on dit la ville lumière, etc. Tout ça c'est Napoléon III et c'est vrai que c'est l'héritage aussi. C'était le premier président de la République. Avez-vous une question, mesdames et messieurs? Est-ce que dans les études médicales, l'internat n'est pas voilà, bien sûr. Créé par Napoléon? Mais oui, c'est lui. Et pourquoi? Parce que toute la médecine avait énormément bénéficié des travaux du XVIIIe siècle, mais c'est surtout Napoléon qui va bénéficier, si l'on peut dire, des travaux sur la médecine de campagne militaire. L'arrêt, Desgenet, tous ces chirurgiens et ces médecins vont mettre en place un certain nombre d'éléments, et surtout Napoléon reconstitue ce qui avait été, hélas, abandonné par la Révolution, c'est-à-dire l'université. Et donc, l'école de médecine n'ayant pas la place tout simplement à la Sorbonne,
va reprendre ses quartiers à la fois dans toutes les grandes villes de France, et justement, grâce à cela, eh bien, l'internat va être mis en place, et c'est à Napoléon qu'on le doit, effectivement, vous avez tout à fait raison. Nelson. Peux-tu confirmer, cher David, que tu as fait allusion à la visite du Félon Marmont, enfin ça arrive un peu, enfin c'est un petit peu ça, à Schönbrunn, pour rendre visite à l'Aiglon. Peux-tu confirmer que la réplique extraordinaire de Flambeau dans l'Aiglon est liée au fait que l'Aiglon a demandé donc au maréchal de Marmont, mais pourquoi l'avoir trahi, l'avoir abandonné, et il répond, je ne sais pas, la fatigue peut-être. Et si la fatigue a donné lieu à cette réplique extraordinaire de Flambeau dans le dos, et nous étions, nous, crottés, etc. Nous n'avions pas le droit de l'être, fatigués. Nelson a tout à fait raison de le rappeler, c'est que il y a une expression qui va rester dans l'imaginaire collectif, parce que, Alexandra l'a rappelé aussi, c'est vrai que la fascination de Napoléon, parce qu'il n'a pas connu la photographie, la fascination vient de l'imaginaire. Et l'imaginaire déplace des montagnes. C'est effectivement cette phrase de la fatigue va abandonner Napoléon, mais pour plein de raisons. Tout d'abord, la fatigue face à l'ambition démesurée. Pourquoi partir en Espagne et en Russie, alors que l'Espagne, il savait très bien qu'il pouvait laisser ce qu'on avait appelé le pacte de famille, c'est-à-dire les Bourbons sur leur trône, et essayer de faire en sorte que l'application de ce qu'on appelait le blocus continental, c'est-à-dire que la France et l'Europe entière refusent les produits britanniques, soit appliquée. Ça ne s'est pas bien passé, mais il pouvait le faire sous influence. Il n'a pas voulu, il a voulu mettre son frère. Première erreur. La seconde, la campagne de Russie, dont on parle toujours, la Russie devait finalement s'arrêter à la Pologne. Et cette seconde campagne de Pologne devait s'arrêter au Niémen. Et en franchissant le Niémen, en partant vers Moscou, c'est là l'erreur qui va être faite. Et la fatigue dont tu as tout à fait raison de rappeler les événements, cette fatigue va s'emparer non seulement de l'armée, ils sont partis 600 000, il n'y en a que 58 000 qui sont revenus. Et la fatigue, elle se fait non seulement dans les effectifs, dans les ambitions, et surtout dans la fidélité. Et la fidélité, c'est la fatigue qui va les emporter. Quand vous avez tout reçu, des honneurs, des hôtels particuliers, des distinctions, des dorures sur les uniformes, tout jouer sur un coup de dé comme savait le faire par exemple Napoléon à Waterloo, c'est compliqué à emporter. Donc, on peut très bien dire que le maréchal Soult n'était pas le maréchal Berthier, on peut très bien dire que s'il n'y avait pas eu Blücher, mais Napoléon savait très bien comment ça allait se finir. Alors, juste pour terminer, je voudrais juste vous rappeler les deux très beaux livres d'Alexandra, et puis on va terminer là-dessus. Les Lames de Dieu, donc le grand coup de cœur de Paulo Coelho, aux éditions Les Nouveaux Auteurs, et puis dans la même maison d'édition, Le Sous-marin de Bonaparte, par Alexandra Rossi, et avec la belle préface aussi de Jean Tullard. Puis oui, on rappelle les livres de David, on dédicace dans la salle juste à côté, donc les 12 morts de Napoléon, et pardon, j'en ai trop, il y en a 3. Napoléon, empereur de l'Index, avec dans la collection des insulaires, avec la petite carte, et le très joli petit livre de Napoléon pour 15 €, qui est une compilation de petits textes avec des illustrations d'époque. Merci à toutes et tous. Merci d'avoir été là. Merci de nous avoir écoutés sur le disque bleu. Merci David. Et merci aux organisateurs d'avoir proposé ce très beau salon, cet autre festival. Et on vous donne rendez-vous tout au long de cette journée. Merci beaucoup. Demain aussi. Merci.